Non, non, non. Permettez-moi tout d'abord de situer le contexte de mon intervention. Il faut dire que lorsque les exactions ont été commises dans notre pays, j'ai été, comme beaucoup d'entre vous, choqué, impressionné par le nombre de morts et par la manière impitoyable dont les personnes ont été atteintes. Suite à ce constat alarmant, avec d'autres Guinéens, j'ai lancé un appel afin que les auteurs de ces crimes soient sanctionnés. Un peu partout dans le monde, mon appel a été entendu et il y a un réseau de Guinéens qui s'est constitué autour de ce projet. Aujourd'hui, je suis en mesure de vous dire que le tissu associatif guinéen est en train de s'enrichir d'une nouvelle association, une ONG qu'on a créée suite à ces massacres, qui s'appelle Collectif contre l'impunité et qui est présidé par M. Makanera ici présent, dont je ne suis que le porte-parole. Cette première mise au point passée, j'aimerais ajouter que nous avons mené un certain nombre d'actions sur le terrain avec l'appui de beaucoup d'associations qui se sont lancées dans le recueil des preuves, dans la constitution des dossiers. Spontanément, ces organismes ont mis tous les dossiers constitués à notre disposition à ce jour. J'aimerais saisir cette occasion exceptionnelle pour les remercier. Pour ce qui est du reste de la stratégie de notre collectif, l'action judiciaire requiert un certain nombre de principes, à savoir la discrétion, pour avoir le maximum d'efficacité. À cause de cette discrétion, je ne vais pas aller plus loin. Tout ce que je peux vous dire, c'est que bientôt, beaucoup de ces criminels vont regretter d'avoir été impliqués dans ces crimes. Pourquoi nous nous sommes lancés dans la création de cette structure? C'est tout simplement parce que nous avons la conviction qu'elle peut aboutir à des résultats positifs. Contrairement à un certain nombre de nos compatriotes qui ont préféré l'inaction en pensant qu'aucune action ne pouvait aboutir à un résultat contre un chef d'État ou un chef d'état-major, nous avons été convaincus qu'il y a aujourd'hui, sur le plan international, un arsenal juridique complexe et suffisamment étoffé pour permettre la mise en accusation de tous ces criminels. C'est vrai qu'il y a depuis un certain nombre d'années, il y a une évolution remarquable du droit international tendant à lutter contre l'impunité. Parce que moi, je suis en mesure de vous dire que la plus grande menace contre la paix et la sécurité internationale, notamment en Afrique, c'est l'impunité. Parce que si vous savez qu'en tuant, vous allez être jugé, je peux vous garantir que vous réfléchirez 2 fois avant de tirer. Comment en est-on arrivé à ce nouveau contexte international garantissant que les crimes qui ont été perpétrés un peu partout seront punis? Il faut savoir que nous sommes partis d'un contexte international totalement défavorable à la mise en accusation des auteurs de crimes, surtout si ces personnes-là sont situées à un rang élevé. Mais le droit international, en constatant la massivité et la gravité des crimes qui ont été perpétrés un peu partout dans le monde, ne pouvait pas rester indifférent, sans prendre en compte cette donne qui constitue un élément garantissant la paix future. Comme je l'ai dit lors des conférences précédentes que j'ai tenues, la justice est une thérapie pour sauver, pour soigner nos peuples de l'envie de vengeance, pour diminuer la haine qui dort dans les cœurs. Parce que la plus grande cause que je vois ici d'instabilité, c'est le risque d'un retour à la perpétration des crimes avec une finalité de venger les crimes non punis. L'injustice, excusez-moi, est le plus grand des terreaux de la haine. Il faut donc faire passer la justice internationale parce que l'expérience a prouvé que partout où elle est passée, les peuples ont poussé un ouf de soulagement. Je peux vous parler du Libéria, il n'y a même pas encore le procès, mais aujourd'hui ils vivent, d'aucuns disent, beaucoup mieux que nous. Alors tout simplement parce que la communauté internationale s'est impliquée
et que cette implication s'est traduite par, comment dirais-je, la mise en arrestation et la mise hors d'état de nuire du président, de l'ancien président Charles Taylor, qui est en train de méditer aujourd'hui à La Haye les crimes qu'il a perpétrés. Donc nous sommes partis d'une situation de quasi-impunité pour les criminels à une situation aujourd'hui de crainte. Parce qu'au départ, les principes qui étaient en vigueur étaient ceux de la territorialité. C'est-à-dire, lorsqu'un crime est commis dans un pays, ce pays a la compétence exclusive et territoriale d'exercer la juridiction pour punir ces crimes. De la sorte, si le gouvernement de cet État ne veut pas punir le criminel, il restait impuni totalement. Il n'y avait pas de structure internationale capable de compenser la défaillance des États. Depuis la Deuxième Guerre mondiale, avec les procès de Nuremberg et de Tokyo, de nouvelles règles ont été édictées. Aujourd'hui, on affirme que ce soit dans le statut du tribunal pour l'ex-Yougoslavie, dans le statut du tribunal pour le Rwanda, pour la Sierra Leone, ainsi que dans l'article 27 du statut de Rome de 1998, on affirme que la qualité officielle, soit en tant que chef d'État ou de haut fonctionnaire, n'est pas un motif de diminution de la peine, ni une cause d'excuse absolutoire du crime. Ce qui veut dire quoi? On ne peut plus arguer de sa qualité de chef d'État pour dire, bon, puisque moi je bénéficie d'immunité, je suis insusceptible d'être jugé. Nous avons donc franchi un pas énorme. Parce que dans le passé, les dictateurs se réclamaient de l'État. J'ai commis un crime, le crime est endossé par l'État. On ne peut pas poursuivre le chef de l'État puisqu'il est l'incarnation de l'unité étatique qui est par principe souveraine, insusceptible d'être traduite en justice. Aujourd'hui, on a créé un principe qui s'appelle le principe de l'indépendance, de la dissociation du souverain et de l'État. Si un crime est commis, on fera maintenant la part des choses entre ce qui revient à l'État comme responsabilité et ce qui revient à l'individu qui se prétend l'incarnation de cet État, à savoir le chef de l'État ou les autres autorités de rang inférieur. Cette dissociation des deux entités a créé donc la possibilité d'une double responsabilité. La responsabilité de l'État, s'il est impliqué dans les crimes, et la responsabilité de l'individu, qu'on appelle la responsabilité individuelle. Les crimes qui ont été perpétrés dans notre pays entrent donc dans le cadre de cette responsabilité individuelle. Moi, je pense que pour pouvoir agir, il faut savoir dépasser un certain nombre de principes. Premièrement, il faut déculpabiliser Dieu. Lorsque moi, mon frère a été atteint, mes parents ont dit « Ah non, c'est Dieu, laisse tomber ». Moi, je leur ai fait comprendre « Non, ce sont des hommes qui l'ont tué. Ce sont des hommes qui commettent des crimes. » Après avoir déculpabilisé Dieu, déculpabilisons les États, ces êtres abstraits. C'est vrai qu'on peut dire que c'est la Guinée qui a commis les crimes, mais ce sont des êtres humains, comme vous et moi, qui ont tiré sur les enfants. Donc, le premier principe qu'il faut ici mettre en œuvre, c'est l'individualisation des sanctions, la mise en œuvre de la responsabilité de tous les auteurs impliqués dans la perpétration de ces crimes. Ce premier principe étant acquis, à savoir la levée de tous les obstacles à la mise en œuvre de la responsabilité des criminels, comment on peut maintenant, sur le plan pratique, mettre en œuvre cette responsabilité? Quels sont les scénarios possibles pour juger les criminels, Lansana Conté et ses complices? Il y a plusieurs scénarios qui sont possibles. Premièrement, je ne suis pas de ceux qui désespèrent de la Guinée. Parce que moi, une fois j'ai soulevé la question, je me suis dit, bon, pourquoi ne pas instituer un tribunal à Conakry pour juger les criminels sur place? C'est vrai qu'il y a un obstacle procédural ici qui va se poser puisque le plus grand de ces criminels est encore le chef de l'État, même s'il a des pouvoirs aujourd'hui réduits. Il serait difficile de le traduire devant un tribunal parce que les instances qui sont en mesure de mettre en œuvre cette accusation ne peuvent pas le faire. Du moins jusqu'ici, elles ne l'ont pas fait. La simple constatation de son incapacité à assurer le service de l'État n'a pas pu être faite par ces organes. Dès lors,
comment peut-on espérer que ces organes puissent le traduire, le juger et exécuter la peine? Cependant, si la communauté internationale ne s'implique pas jusqu'à un certain moment, jusqu'à ce que ces gens quittent le pouvoir, je ne désespère pas d'une solution guinéenne à l'injustice. Ça, c'est le premier point, le premier scénario aussi. Un scénario entièrement guinéen. La deuxième catégorie de scénarios, ce sont des scénarios avec implication de la communauté internationale. La communauté internationale peut s'impliquer de diverses façons pour lutter contre l'impunité, qui est l'une des plaies les plus graves qui affectent le continent africain aujourd'hui. Quelles sont les voies d'implication de la communauté internationale? Tout d'abord, nous avons un ensemble de règles aujourd'hui qui relèvent de ce qu'on appelle le régime de la compétence universelle. C'est-à-dire, lorsqu'un crime est commis dans un État, les autres États ont un arsenal juridique chacun qui leur permet d'intenter des actions contre ce criminel, qu'il soit de leur nationalité ou pas, que le crime ait été commis sur leur territoire ou pas. Parce que jusqu'ici, ce qui nous trompe, ce qui empêche la mise en œuvre de la justice, c'est les considérations liées à la territorialité, à la nationalité, que moi je considère comme étant la manifestation des égoïsmes nationaux qui nous font souffrir. Lorsque l'humanité est atteinte, elle est niée dans le cadre d'un crime contre l'humanité, il n'y a pas à dire non, bon, ce n'est pas un de mes citoyens qui est touché, le crime n'a pas été commis sur mon territoire. À partir de l'instant où le criminel se trouve sur le territoire, il peut être appréhendé, jugé, et la peine va être exécutée. C'est ce qu'on appelle la compétence universelle. Malheureusement, la mise en œuvre de cette compétence universelle est subordonnée à un certain nombre de conditions, dont la première et la plus importante est que chaque État, pour pouvoir mettre en œuvre cette compétence universelle, ait adapté sa législation en incluant les dispositions internationales qui reconnaissent cette compétence universelle, qui sont souvent dans des conventions. Il faut donc partir des conventions, trier les dispositions relatives à la mise en œuvre de la compétence universelle et les incorporer dans la législation nationale. C'est ce qui fait aujourd'hui défaut dans beaucoup d'États. Et c'est cette raison qui a fait qu'on n'a pas pu juger Hissène Habré au Sénégal. Parce qu'il n'y a pas l'arsenal juridique suffisant pour mettre en œuvre cette action. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation où l'Afrique ne peut pas juger ces criminels. Il faut qu'on les extrade. Certains pensent que c'est par là. Non. C'est parce que tout simplement, il y a une négligence sur le plan juridique. Sinon, les règles existent sur le plan international, dans des conventions qui ont été signées et ratifiées par les États. Pourquoi ne pas les incorporer pour pouvoir donner de la compétence aux juridictions nationales? Donc, on a aujourd'hui le principe de la compétence universelle qui permet aux États, comme la Belgique par exemple, qui a adapté sa législation, comme certains États, dans une certaine mesure, la France, qui a adapté sa législation. Donc il y a cet arsenal qui permet à ces États de mettre en œuvre la responsabilité des criminels. Et nous sommes prêts à mener des actions devant les tribunaux français pour que ces gens ne dorment pas tranquilles. Ça, c'est le deuxième scénario. Le troisième scénario d'implication de la communauté internationale et qui appartient au Conseil de sécurité des Nations Unies, c'est la mise en œuvre d'un tribunal spécial pour la Guinée, comme ce qu'il y a eu au Rwanda, comme ce qu'il y a eu en Sierra Leone, comme ce qu'il y a eu en ex-Yougoslavie. Je ne vois pas pourquoi ces États peuvent bénéficier de cet arsenal alors que la Guinée, depuis 1980 jusqu'à nos jours, un homme est en train de décimer la population, parfois sans la moindre condamnation de la communauté internationale. C'est vrai, lors de ces récents événements, il y a quand même eu du changement parce que la plupart des puissances étrangères ont exprimé leur vive préoccupation face à la situation de violation massive des droits de l'homme et des droits humanitaires qui sont en train d'être commises en Guinée. Il faut convertir cette émotion qui a été exprimée en une action, passer de la simple condamnation de ces crimes. La Cour pénale internationale, si elle est aidée par un mouvement d'opinion des ONG, elle peut s'autosaisir par le canal du procureur de la République qui est là-bas et lancer des poursuites, inviter ou disons convoquer les personnes qu'elles fussent à la tête de l'État ne change rien à la situation, convoquer les personnes devant le tribunal. Si elles ne se présentent pas, émettre un mandat d'arrêt international. À partir de l'instant où un mandat d'arrêt international est émis,
ces gens sont paralysés. Vous voyez le fils du président, il ne peut plus sortir, alors qu'il avait déjà un pied. Parce qu'il y a eu quelque chose qui a été fait quelque part, on ne le dit pas. Mais il ne peut pas sortir, il a annulé son voyage aujourd'hui. Son sport favori, c'est de frapper sur des journalistes. Il faut qu'on intervienne auprès de cette cour pénale qui est tout juste à La Haye, à côté d'ici, à Den Haag. Comment il faut faire? Tout le monde dit, allons devant le tribunal, mais peu de gens, comment ça se passe? Ce n'est pas une tâche aisée d'aller devant le tribunal, parce que tout simplement, le système international de la justice est encore injuste. Comment expliquez-vous que nous, les personnes physiques qui sont victimes des violations des droits de l'homme, c'est nous qu'on massacre? Comment expliquez-vous que nous ne puissions pas, nous, saisir ce tribunal? Il faut que les États poussent pour la saisir, pour saisir, pour le Conseil de sécurité. Il y a donc ici une discrimination en faveur des personnes. Je suis tenté de réclamer une discrimination positive en faveur des personnes physiques. Donc le système, l'injustice du système fait aujourd'hui qu'on ne peut rien aux autres individus. Tant qu'on n'est pas parrainé des ONG par le Conseil de sécurité ou par d'autres États qui ont ratifié la convention. Qu'est-ce qu'une justice internationale où la victime ne peut avoir la violation de ses droits que si elle est parrainée, elle est soutenue? Cette injustice, nous ne pouvons rien contre. Parce que le tribunal international, malgré cette injustice, constitue quand même un progrès. Parce qu'il faut savoir que ce sont les États qui ont ratifié, qui ont négocié, signé et ratifié le statut. Or, ces États sont connus pour défendre leurs intérêts. À force de défendre des marges, on a abouti à un tribunal qui ne laisse pas, excusez-moi, suffisamment de place à l'individu vivant. Le meilleur rang que nous puissions occuper devant ce tribunal, pour en finir, c'est d'être tout simplement des victimes témoins. Lorsque la saisie est faite et que le tribunal a fait son travail, on peut appeler la victime pour qu'elle témoigne. Donc, pour conclure, il y a donc un certain nombre de scénarios internationaux que nous pouvons essayer de toucher pour obtenir mise en accusation de ces criminels. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'implication de la communauté internationale est parfois en fonction de la gravité des crimes perpétrés. Aujourd'hui, ces crimes ont une gravité et une inhumanité suffisante pour assurer la mobilisation de la communauté internationale. Si nous, les Guinéens d'abord, nous nous impliquons, en définitive, malgré les embûches que nous avons sur le chemin, l'espoir de traduire ces gens devant le tribunal est permis. S'il ne l'avait pas été, on n'aurait jamais engagé toutes ces actions et on n'aurait pas eu tous ces outils. Aujourd'hui, on a suffisamment, on a plus de 200 dossiers qui sont constitués avec des témoins, avec des preuves. Et en avril, ces dossiers seront à notre disposition. Et nous allons convoquer une conférence où tous les Guinéens seront conviés pour voir ce qu'on peut faire. Pour terminer, j'aimerais vous faire une confidence. Nous avons souvent été très prompts à la critique. Mais quand il s'agit de donner des fleurs, nous sommes affolés. J'ai été parmi ceux qui ont critiqué certaines puissances étrangères comme la France lorsqu'elles ont contribué à aider la famille présidentielle à fuir. Beaucoup d'autres ont soulevé de vives protestations par rapport à cette sorte de crime. Mais lorsque la même ambassade de France tout récemment a refusé des visas aux criminels, personne d'entre eux trouve que la situation est injuste. Il faut saluer cet effort de la qui, en empêchant la fuite des criminels, favorise l'exercice de la justice internationale. Je vous remercie. C'est fort intéressant, M. Sow, mais... Vous devinez un peu pourquoi, mais j'expliquerai. Et sur le premier point, le CEDETIM, certains d'entre vous connaissent, peut-être pas tous. C'est un centre d'initiative et de solidarité qui existe depuis 1967